Bonjour à tous, merci d'être là pour une des premières conférences ce matin, de vous être déplacés. Du coup, je vais commencer juste par me présenter, après on va envoyer les questions. Donc Mélanie Damour, je suis directrice des initiatives stratégiques chez XRPL Commons. Donc XRPL Commons, c'est une association 1901. On est basé à Paris et on a pour mission de créer les conditions de succès pour les entrepreneurs et les développeurs de l'écosystème XRPL. Donc le XRPL, si vous ne savez pas, c'est une blockchain, une technologie blockchain qui est quatrième, cinquième sur le marché selon la journée, qui est notamment positionnée sur tout ce qui est paiement et finances décentralisées, avec beaucoup d'acteurs institutionnels tels que Ripple, dont vous avez peut-être entendu parler, mais aussi des banques et d'autres acteurs qui utilisent la blockchain. Donc on a nos locaux à Paris et on crée des programmes d'éducation. On a le programme de résidence également pour les entrepreneurs à Paris. Et on fait également plein de choses avec les corporates. Donc j'ai préparé quelques questions pour nos autres intervenants aujourd'hui. À commencer par, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, juste commencer par vous présenter et la solution pour laquelle vous travaillez. Enchanté, moi je m'appelle Léopold, je suis comme vous directeur financier chez Comet, qui est une des premières sociétés blockchain en France. On existe depuis maintenant 5 ans, mais l'équipe fondatrice, elle est dans l'écosystème depuis maintenant 10 ans. Chez Comet, on a plusieurs activités. On a une filiale gaming qui développe des jeux vidéo fully on-chain, qui sont perpétuels et qui tournent sur des smart contracts avec de la crypto-monnaie, etc. Là-dessus, on est assez pionnier dans le domaine. Ça fait 4 ans qu'on a des jeux qui sortent sur des Epic Game Store, Android, etc. Ensuite, on a l'activité principale, l'activité cœur de Comet, au niveau de la maison mère, qui est du SaaS B2B, où on donne les moyens et les clés aux acteurs du retail et du mass market de pouvoir faire des projets blockchain. Donc on a par exemple accompagné Lacoste, la Française des Jeux, des sociétés comme WorldCoin, la fondation de Sam Altman, ou des gros projets comme ça à pouvoir onboarder des millions d'utilisateurs sur des solutions décentralisées. Et on a également une entité aux États-Unis qui gère toute la distribution de licences, puisque c'est un des foyers les plus porteurs sur l'activité blockchain aujourd'hui. Voilà, un peu tout ce que je gère chez Comet. Bonjour, donc moi je suis Simon Descharentnay, CEO de AxioCap. Alors nous on est une start-up qui est à la jonction FinTech LegalTech, puisque on dématérialise la gestion des titres de sociétés non cotées et sur réseau blockchain. Donc ça permet tant aux équipes finance qu'aux équipes juridiques de piloter l'actionnariat des TPE, PME, ETI. Et en même temps, donc c'est la gestion d'actionnariat à travers les titres. Il y a les droits de vote, donc aussi l'Assemblée générale, et évidemment la comptabilité en registre titre des opérations, donc spécialisée sur le non coté, dont la législation permet en France de l'opérer sur blockchain depuis quelques années. Merci. Donc moi je m'appelle Paul-Adrien Hippolyte, bonjour à toutes et tous, je suis le cofondateur de Spyco. Nous ce qu'on fait c'est qu'on facilite l'accès aux fonds monétaires. Les fonds monétaires, pour ceux qui ne savent pas, ou money market funds dans l'univers anglo-saxon, ce sont des instruments ultra liquides de placement de trésorerie qui versent des intérêts tous les jours. Et on a lancé en partenariat avec la banque dépositaire du groupe Crédit Agricole, KCIS Bank, et 21st Capital en tant que gestionnaire d'actifs, les premiers fonds monétaires tokenisés de l'Union européenne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment votre solution répond aujourd'hui à certains défis que vivent les directions financières, notamment du point de vue des coûts et de l'efficacité? Comme je disais, aujourd'hui, il y a des grandes entreprises qui font le pas de la blockchain, qui font des solutions NFT, qui diversifient leur trésorerie ou qui font du cross-border payment. Et donc forcément, quand elles arrivent sur cet univers, une des premières choses dont elles ont besoin, c'est des wallets, c'est-à-dire un moyen d'héberger, de cantonner la valeur, donc leur crypto-monnaie, leur NFT. Et du coup, nous, de base, on avait développé une solution pour le mass market, pour le retail, et on a designé cette solution pour les directions financières, puisque une fois qu'un projet comme Lacoste a vendu ses NFT, forcément, la direction financière, elle a encaissé des Ethers, elle a encaissé des cryptos, il faut qu'elle les gère, il faut qu'elle puisse gérer ses wallets en toute sécurité, avec une expérience héritée des grands acteurs comme Spendesk ou comme d'autres outils de treasury management. Et donc, nous, on est venu faire hériter tout cette UX et cette expérience utilisateur du Web 2 sur une infrastructure blockchain avec des déploiements de wallets très simplifiés, une manière d'utiliser des wallets qui sont en fait tout ce que vous avez l'habitude d'utiliser dans votre quotidien sur vos outils habituels.
Et donc en fait l'idée aujourd'hui, de base, c'était de faciliter monsieur, madame, tout le monde à rentrer sur la blockchain. Et maintenant, c'est d'accompagner les directions financières à avoir une gestion simple, claire et surtout sécurisée des actifs au sein des organisations, puisqu'il y a tout un tas d'enjeux à maîtriser lorsque vous rentrez sur cet univers qu'est le Web3. Et principalement, on n'est pas sur une recherche d'optimisation des coûts, parce que c'est quand même un marché qui arrive, qui est neuf. On est plutôt sur la recherche de l'efficacité, sur quelque chose de facile à prendre en main, qui puisse vous faire oublier toute cette complexité technique qui est derrière la blockchain. Alors nous, de notre côté, c'est plus corporate que exclusivement direction financière. Donc ça veut dire c'est la gestion, c'est le dialogue entre le DAF, la direction juridique, le secrétariat général, voire la direction générale. Donc le pilotage du corporate, donc on n'amène rien de nouveau de ce qui est déjà obligatoire, c'est-à-dire le pilotage de l'actionnariat, le pilotage des filiales, la constitution des filiales, la fermeture des filiales, l'injection évidemment de capital dans les filiales à travers des levées de fonds ou différents types de flux financiers. Simplement, ce qui se faisait avant sur papier ou sur Excel se fait désormais à travers des titres qui sont sur réseau blockchain, donc qui amènent une très grande rapidité, de l'opposabilité juridique et qui offrent même, on va dire, des tableaux de bord de suivi où vous pouvez voir toutes les filiales de l'entreprise, vous pouvez voir tout le pilotage du titre de la maison mère. Donc il y a une partie extrêmement juridique, mais il y a aussi une partie financière, parce qu'il y a de la valorisation, il y a de l'évolution de la valeur des titres, que ce soit du fait d'une forte liquidité, donc de l'achat, de la vente de titres avec l'entrée ou la sortie de nouveaux actionnaires, ou bien une relative stabilité. Ça permet, c'est vraiment un outil de pilotage maintenant dématérialisé, et donc la blockchain permet d'avoir une profondeur et une maîtrise qui est extrêmement intéressante pour les fonctions support en fait, de l'entreprise. Ceux qui sont les plus heureux sont peut-être a priori le DAF ou la direction juridique ou le secrétariat général, mais en vrai, ceux qui sont les plus satisfaits, ce sont leurs collaborateurs, puisque c'est souvent eux qui ont les ordres pour signer, vérifier la signature des papiers, envoyer, voir si le capital correspond bien à la levée de fonds, etc. etc. Bon, c'est eux qui en fait cliquent sur la souris et maintenant ont un tableau de bord très agréable et très intuitif. Voilà. Alors chez nous, donc on est vraiment dans l'univers du placement de trésorerie. Il y a un réel sujet en France et au-delà de la France, même en Europe, d'accessibilité des fonds monétaires pour les startups, les TPE, les PME. Et de notre point de vue, c'est essentiellement pour des raisons économiques. Et je vais essayer de vous expliquer rapidement en quoi la blockchain est une solution à ça. La principale raison, c'est que les fonds monétaires, c'est émis par des très gros gestionnaires d'actifs. Donc les géants du marché, c'est Amundi, BlackRock, etc. Si vous êtes très très gros, si vous pesez plusieurs centaines de millions de trésoreries, vous pouvez directement aller voir un gestionnaire d'actifs et il vous donne un accès direct à un fonds monétaire, voire il vous crée un fonds monétaire particulier. Le problème, c'est quand vous n'avez pas cette taille, les réseaux de distribution, que ce soit corporate, de banque corporate ou retail, ne sont pas incités à distribuer ces produits parce qu'ils sont extrêmement peu margés. Donc comme c'est un monde, la distribution d'instruments financiers qui vit de rétrocession, globalement, ils ne vous y donnent pas accès. Là où la blockchain est intéressante et là où nous, on facilite ces accès, c'est parce qu'en fait, c'est une technologie de tenue de registre qui vous permet directement de tenir le registre d'actionnaire du fonds au niveau de l'émetteur, le gestionnaire d'actifs, et de désintermédier le distributeur. Vous n'avez plus l'obligation d'ouvrir en fait, des comptes titres dans lesquels sont inscrits les parts de fonds monétaires non tokenisés et donc de passer par des teneurs de compte conservateurs, des banques qui vous facturent des frais de tenue de compte, etc. Donc ça désintermédie un acteur de la chaîne de valeur et ça rend les economics pour la distribution de fonds monétaires beaucoup plus attractifs, quoi. Donc nous, concrètement, nos fonds monétaires, ils sont tokenisés au sens où les parts, techniquement, ça prend la forme de token, et au sens où vous n'avez plus un compte titre dans lequel il y a une inscription des parts, mais un wallet dans lequel il y a les parts, quoi. Donc c'est juste une technologie alternative, mais qui permet de supprimer un acteur dans la chaîne de valeur et qui rend la distribution beaucoup plus simple, quoi. Et donc l'accès, in fine, pour les TPE, les PME, les startups, est beaucoup, beaucoup plus simple que dans le monde actuel, quoi. Merci pour ces réponses, très intéressant. Du coup, selon vous, actuellement, quels sont les principaux obstacles à l'adoption de la blockchain ? On entend beaucoup parler d'IA, encore un peu moins de blockchain, et pas tout le monde arrive nécessairement à comprendre les concepts liés au Web3. Et comment votre projet adresse-t-il ces défis ? Disons que des freins, il y en a énormément. Ça va de l'UX à l'éducation, en passant par tout ce que décrivait Paul-Adrien sur la simplicité de pouvoir désintermédier et d'accéder à des services inaccessibles.
tout ça, en fait, on peut le résoudre assez facilement. Aujourd'hui, par exemple, on a des solutions qui sont beaucoup plus avancées en matière d'expérience utilisateur dans la blockchain que dans la finance traditionnelle. Je lisais hier dans les Échos que les banques vont se pencher sur la question d'une authentification sans mot de passe. Elles vont mettre ça en 2025, 2026, 2030, je ne sais pas. En fait, ça fait déjà 1 an et demi que ça existe dans la blockchain et ça a été développé par Comet, une des premières sociétés au monde à implémenter l'authentification via la biométrie sur des wallets. Et du coup, on a un univers qui avance très vite, on a un univers qui est très en avance sur l'expérience utilisateur. Malgré ça, on voit que l'adoption, elle n'est pas au rendez-vous, puisque déjà, on a passé le comble aujourd'hui, mais surtout, quand on voit les histoires autour de la blockchain, etc., forcément, on parle plus d'IA que de blockchain aujourd'hui. Moi, je pense surtout que le sujet fondamental, c'est le temps, et qu'on aura une génération qui va arriver après nous, qui en fait va plus poser toutes ces questions de réseau, de format de NFT, de wallet, etc. Pour eux, ce sera tacite. Et en fait, il n'y aura même plus de sujets techniques. Ils vont juste adopter les cas d'usage. Et un peu comme Internet, où aujourd'hui, on se passe de savoir comment fonctionne le protocole TCP/IP ou un DNSSEC ou un HTTPS. En fait, on envoie des mails, en fait, on s'écrit des WhatsApp. En fait, voilà, on organise des choses sur des réseaux sociaux. Bon, finalement, je pense que c'est juste une histoire de timing. Notre génération est un peu la génération sacrifiée qui va construire tout cet écosystème et on espère que la prochaine génération pourra accueillir des cas d'usage et profiter pleinement d'un univers transparent, d'un univers plus fiable et sur lequel tout sera basé sur de la technologie blockchain de manière transparente. Pas trop sacrifié, j'espère quand même. Alors, moi, c'est toujours pareil. Hein, je commence toujours, je suis dans un univers qui est un petit peu différent. On est proche, mais on est à une espèce pas de mur de verre, mais je viens du monde juridique, moi. Et en fait, la blockchain dans le monde juridique, elle est déjà massivement répandue. C'est-à-dire, simplement, on ne le sait pas. Et typiquement, AxioCap, ça fait maintenant 4 ans et demi, 5 ans qu'on existe. On est en production depuis 2021. On gère plus de 2500 milliards d'actifs sur notre blockchain. Donc on a une énorme partie de l'économie française et on a un faux greffe maintenant qui est rentré au capital, donc qui étaient les historiques teneurs de registres en papier, cotés paraffés au greffe du tribunal de commerce. Donc ils ont un GIE privé, ils sont rentrés au capital de notre start-up. Donc nous on fait de la blockchain massivement, c'est-à-dire c'est des milliers de milliards. Simplement, les gens ne le savent pas, les opérateurs économiques n'ont pas besoin de le savoir. C'est ce que tu disais, c'est-à-dire, moi je ne connais pas toutes les technos qu'il y a dans mon téléphone. Donc, voilà. Et donc, comme c'est un mode de preuve qui a été reconnu par le gouvernement, à l'époque où Emmanuel Macron était ministre de l'économie, il avait dit, tiens, on va tester là-dessus. Ça marche très bien. On est en voie de généralisation sur des régimes juridiques européens, sur le volet vraiment liquidité du non-coté. Donc moi je pense que d'ici 2030, il y aura l'immense majorité des titres non-cotés dématérialisés, quand ils le sont, qui sont sur blockchain. Actuellement, AxioCap, on est passé maintenant au cœur du système des fameux TCC dont on a parlé, les teneurs de compte conservateurs, c'est le post-trade, c'est-à-dire tout ce qui sort, qui est après la chaîne Euronext, donc sur la partie cotée des entreprises, puisque tous les opérateurs, teneurs de compte conservateurs, teneurs de registres, s'intéressent maintenant aux non-cotés, mais ils ne savent pas faire. Et nous, on est vraiment la flèche du système sur le non-coté en démat. Donc, ils sont en train progressivement de nous sous-traiter la gestion de la liquidité des titres non-cotés. Alors, c'est un peu technique, mais c'est pourtant fondamental dans l'économie. Et c'est tout sur blockchain. Alors, ce qui est rigolo, et je finirai juste là-dessus, mais le petit truc un peu sympa, c'est quand on déjeune avec eux, et alors c'est des grandes institutions et, qui ont un immense track record, si j'ose dire, où ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. C'est BNP, Crédit Agricole, Société Générale, enfin, BPCE, vous les connaissez, hein. Et au déj, ils avaient dit la première fois, juste Simon, ne parle pas de blockchain. C'est dans notre écosystème, si tu veux aller vite et avoir des très gros contrats, si tu parles moins de blockchain, tu en auras beaucoup plus. Et c'est vrai. C'est-à-dire, et eux-mêmes aiment beaucoup, mais ils savent que les modalités de décision dans leur direction sont plutôt frileux au mot blockchain, et pourtant c'est ce qu'on fait. Donc finalement, le faire sans le dire, je pense que c'est la clé du succès qui est déjà à l'œuvre, selon moi. Moi, je rejoins complètement ce qui a été dit. Peut-être qu'il y a 2 catégories d'obstacles. Il y a les obstacles réglementaires, juridiques et les obstacles produits. Les obstacles réglementaires, je pense qu'ils sont largement levés en France depuis l'ordonnance blockchain, qui a clarifié le fait que le droit est en fait technologiquement agnostique, que vous pouvez tenir un registre sur une base de données papier, SQL, Ethereum, peu importe.
Il n'y a pas énormément de choses qui ont été faites, notamment dans le monde de la gestion d'actifs jusqu'à présent. Et nous, c'est pour ça qu'on s'est lancé et qu'on essaye de bouger les choses. Mais c'est plus par inertie un peu du système et des pratiques habituelles que par obstacle réglementaire. Il y a d'autres pays dans lesquels peut-être les obstacles réglementaires sont encore une réalité. Je pense peut-être un peu aux États-Unis, encore que, quoi. Donc tout ça change et a déjà changé en France. Après, les obstacles produits, c'est vrai que l'accès aux wallets, etc., ça a été longtemps une friction. Aujourd'hui, ça l'est plus vraiment et on est capable de faire complètement abstraction du wallet, du réseau blockchain qui est utilisé pour qu'en fait, comme disait Simon, les gens ne s'en rendent pas compte et ils n'ont pas forcément vocation à se rendre compte. Ce qui est intéressant dans cet univers, c'est l'optionnalité, c'est-à-dire que les gens qui sont techniques, qui veulent conserver des clés eux-mêmes, qui veulent interagir avec les réseaux, choisir leur réseau, etc., peuvent le faire. Mais les gens qui ne le sont pas, qui sont juste là pour le cas d'usage, en l'occurrence, nous, ce qu'on fait, c'est du placement de trésorerie, donc ils sont là pour le rendement quotidien, en fait, des bons du trésor. Qu'il y ait une blockchain ou pas, bon, finalement, ça ne change pas grand-chose, quoi. Je suis assez convaincu que ça va amener beaucoup de cas d'usage, ça réduit les coûts, etc., donc ça a des conséquences concrètes, même s'ils ne le voient pas directement d'un point de vue technique. Mais en tout cas, ouais, à mon avis, les obstacles sont quand même bien levés. Et je rejoins aussi le dernier point que tu mentionnais, qui est que effectivement, il y a encore un peu une connotation blockchain, parce que l'association à la crypto, à la volatilité, etc., et que peut-être le moins on en parle, en fait, le mieux c'est pour l'adoption à court terme, quoi. Merci. Peut-être pour compléter également ce point de vue sur les obstacles, donc chez XRPL Commons, on a plutôt pris le parti également de l'éducation et de faire en sorte que les développeurs aient les bons outils et les bons supports pour développer. Donc on travaille notamment avec des universités, des écoles, pour faire des programmes d'enseignement pour les enseignants et les étudiants. On va aussi bientôt développer une offre de formation professionnelle. Et on a un programme de résidence de projets et de start-up qu'on incube ici chez nous à Paris pour accompagner justement ces entrepreneurs qui soient déjà ou non sur la blockchain dans le développement de projets, avec Aurélien devant qui gère ce programme de résidence si certains sont intéressés. Il y a un sujet actuellement, donc peut-être un peu plus pour les connaisseurs, qui est l'interopérabilité vis-à-vis des blockchains. Est-ce que c'est quelque chose que vous adressez actuellement et si oui, comment est-ce que vous l'adressez? C'est un vaste sujet. Si je vous demande crypto-monnaie aujourd'hui, je pense que vous pensez tous intuitivement à Bitcoin. Bitcoin, il n'existe que sur le réseau Bitcoin aujourd'hui dans sa forme native. Et ensuite, vous pensez peut-être dans un second temps à Ether. Et Ether, pareil, il existe dans sa forme native uniquement sur la blockchain Ethereum et sur des autres blockchains qui sont un peu des copier-coller d'Ethereum qui permettent d'aller plus vite ou d'être plus scalable, qu'on appelle des layers 2 comme Arbitrum, Optimism ou Base, le réseau de Coinbase. Et en fait, la problématique, c'est que ces écosystèmes aujourd'hui communiquent difficilement parce qu'ils ont tous des standards différents. Ethereum a réussi à créer quelque chose d'assez unique parce qu'il y a ce qu'on appelle l'EVM, c'est l'Ethereum Virtual Machine, et c'est un peu un standard qui fait que si vous créez une blockchain qui est EVM, vous êtes compatible avec tout le reste de l'écosystème Ethereum, ce qui rend les choses beaucoup plus simples. Et après, vous avez le troisième réseau aujourd'hui, le plus connu, je pense, qui est Solana, en tout cas en termes de mass market. Puis après, vous avez des réseaux de niche sur des institutionnels comme XRPL, enfin Ripple, etc. Et la problématique, c'est d'arriver à faire communiquer tous ces réseaux. Nous, chez Comet, typiquement, on a une technologie qui n'existe que sur l'EVM, que sur l'écosystème Ethereum, puisqu'on n'est pas sur les standards de Bitcoin, on n'est pas sur les standards de Solana. Mais en fait, ce choix, il est là parce que les clients qu'on a ont des cas d'usage sur Ethereum. Si vous prenez le cas des NFT, les NFT n'existent pas sur Bitcoin, ils existent sur Solana, mais d'une certaine forme, qui n'est pas forcément généralement admise par tout le monde. Et du coup, quand un grand corporate va faire un projet NFT, par exemple, il va généralement aller sur Ethereum. Donc nous, on a fait ce pari-là. On est compatible avec toutes les chaînes qui héritent de l'EVM, de la fameuse machine virtuelle d'Ethereum. Après, on a quand même des appels du pied en disant, bon bah voilà, par exemple sur Solana, il y a PayPal qui s'est implanté sur Solana. On a des grands acteurs qui arrivent sur ce type de réseau. Donc on essaie de voir comment notre technologie de wallet, elle peut être transposée sur ces réseaux-là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous ne verrez jamais Comet sur Bitcoin, parce qu'en fait, sur Bitcoin, à part s'échanger des Bitcoins, vous ne pouvez pas faire grand-chose. C'est vraiment un réseau qui est cantonné à ça. Et donc nous, on a ciblé un réseau sur lequel on a des cas d'usage qui vont au-delà simplement du transfert de valeur, ou sur lesquels on peut construire des applications décentralisées. Donc on réseau uniquement... on a fait un choix d'aller sur un réseau où tous les réseaux EVM sont compatibles entre eux, mais aujourd'hui, ça s'arrête là. Alors côté juridico-financier toujours, il y a un sujet de souveraineté qui est déterminant, c'est-à-dire comme les juristes occupent quasiment la place centrale du sujet du post-trade et en côté non côté,
en tout cas les régulations, font que c'est compliqué. Alors nous, on est sur le security, on n'est pas sur la crypto-monnaie. Donc on est sur le security token qui n'existe pas, hein. C'est-à-dire il n'est que théorique ou juridique pour l'instant, mais personne ne fait véritablement du security token actuellement. Il n'y a pas de place de marché effective en security token qui fonctionne. Alors il y a des raisons économiques, c'est qu'il n'y a pas de marché véritable. Pour l'instant, c'est un marché de restaurants et de brasseries, comme on le dit, hein, c'est-à-dire de BA et de VC qui rencontrent des entrepreneurs ou des banques d'affaires et qui signent des pactes au restaurant. Donc on n'a pas encore de véritable place de marché. Il y a des émergences de places de marché. Moi j'ai des copains qui tentent des trucs hyper intéressants qui à mon avis vont percer d'ici quelques années et qui vont peut-être concentrer tout le système du crowdfunding, c'est-à-dire les ruisseaux font des rivières et les rivières font des fleuves. Mais en l'état actuel, il n'y a pas véritablement de marché, donc c'est compliqué de faire exister, on va dire, une entité théorique blockchain de type security token s'il n'y a pas d'acheteurs et de vendeurs. Cela dit, juridiquement, c'est prêt, hein, avec les différents régimes qui existent, c'est potentiellement possible. Mais le vrai sujet qui arrive derrière, c'est qui garantit la fiabilité juridique du security. Donc là, on retombe sur les questions de souveraineté, et c'est pour l'instant compliqué de prouver que la preuve ou la conservation du security token, si tant est qu'il existe, soit selon les standards nationaux et européens, puis internationaux. Donc en fait, c'est un problème tridimensionnel, la question de l'interopérabilité des security tokens. Un, ils n'existent pas. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de marché. Deux, s'ils existaient, il faudrait amener des garanties de sécurité juridique pour faire exister un security token et le rendre liquide sur une place de marché. Pour l'instant, il n'y en a pas. Et ensuite, voir quelles sont les blockchains qui répondent à ça. Alors, les blockchainers ont déjà répondu. Moi, mon associé cofondateur est ingénieur blockchain. Donc, c'est des choses auxquelles ils pensent déjà, hein, sur le fait qu'il y ait des sidechains, il y ait des possibilités d'isoler. On connaît ça bien chez Ethereum, ils ne sont pas seuls à le faire. Mais bon, les juristes se pencheront de la même manière que les grands teneurs de compte conservateurs, les TDR, les Euroclear, etc., se penchent sur ces sujets pour garantir auprès du détenteur de titres non cotés, donc qui serait un security unlisted, du fait que il est bien, en passant par le guichet de BNP Paribas Retail, il correspond à toutes les garanties. C'est ça le sujet, hein, pour le placer en PEA. Et ensuite le suivre en achat et en vente. Donc chez les juristes, on est un peu en retard. Cela dit, on suit le même train. Donc, Nous, on n'a pas encore des problématiques d'interopérabilité entre réseaux blockchain parce que, comme disait Léopold, on est aussi dans l'environnement EVM uniquement. Néanmoins, on observe d'autres écosystèmes, tu parlais de Solana par exemple, etc., qui se développent fortement. Ripple en est un aussi d'ailleurs, c'est pas EVM il me semble. Pas encore. Mais donc, en fait, on observe déjà dans l'univers blockchain, d'un point de vue technique, ce qu'on a observé dans le monde de la finance traditionnelle. La finance traditionnelle, elle s'est construite sur des silos souvent nationaux, avec des dépositaires centraux, des détecteurs de comptes conservateurs, et dessus des systèmes d'interopérabilité qui sont des messages de communication comme Swift typiquement. Et dans l'univers blockchain, on a déjà des équivalents de Swift, et il y a des très très gros projets qui sont extrêmement financés et déjà assez même matures techniquement, pour créer ces protocoles de communication entre réseaux blockchain. Il y a au moins 3-4 très gros en réalité déjà et qui sont déjà en prod, quoi. Et donc on pourrait nous utiliser typiquement à un moment donné. Comme je le disais, on n'est pas encore à ce niveau-là de problématique parce que pour l'instant notre stack est EVM. Pour la partie de notre marché qui est Web3, les gens sont essentiellement dans l'EVM, donc ça leur convient. Mais je pense qu'avec le développement d'autres écosystèmes, s'ils sont pertinents technologiquement, en tout cas à terme, il y aura ces solutions qui existent déjà, quoi, et qu'on pourra nous implémenter. Peut-être pour compléter à propos de l'interopérabilité, donc XRPL, c'est l'une des plus anciennes blockchains qui date de 2012. Et on lance donc cette année la EVM Sidechain, donc on sera compatible EVM, et ça permet justement un peu de bénéficier des avantages de chacune des blockchains. Typiquement tout ce qui est programmabilité via EVM avec les smart contracts, et également la vitesse de transaction, la sécurité, l'efficience et aussi la liquidité du XRPL. Peut-être passer maintenant du côté des collaborations ou des partenariats stratégiques que vous avez établis. Est-ce que vous pouvez un peu développer et détailler comment ça permet de renforcer votre positionnement actuellement dans cette technologie et dans le modèle dans lequel vous opérez ?
Nous, les clients, je vous en ai cité beaucoup qui sont assez connus dans le retail. On a accompagné Lacoste, on a accompagné Partouche, on a accompagné Française des Jeux. Ça a été une entrée en matière assez difficile parce qu'ils ont beaucoup de clients et quand vous avez une technologie qui est récente et que vous onboardez des centaines de milliers d'utilisateurs, même sur notre propre jeu, c'est toujours plein de problèmes qui arrivent pour des bonnes nouvelles. Et après, côté partenariat, on a eu un travail de longue haleine, notamment avec des PSP, des Payment Service Providers, pour arriver à créer des ponts entre un paiement carte bleue et l'acquisition d'un NFT. Parce qu'en fait, un NFT, c'est juste un support, c'est comme dire mon document, c'est un PDF, ou c'est un JPEG, ou c'est un PNG. Et en fait, derrière un NFT, vous mettez le sous-jacent que vous voulez. Nous, on a eu des cas d'usage où le NFT, le sous-jacent, c'était une bouteille d'alcool. On a eu le cas où c'était juste un asset dans un jeu vidéo, un vaisseau, ou une armure, ou ce que vous voulez. Et l'idée, c'est qu'on a eu un travail de longue haleine avec notamment Lydia et Stripe, pour parvenir à faire des partenariats où aujourd'hui quelqu'un peut aller sur un projet blockchain. En fait, il ne sait pas qu'il y a de la blockchain, il va mettre sa carte bleue, on ne va pas lui demander de crypto, on ne va pas lui demander de mettre un MetaMask, de créer un wallet, etc. Juste, il met la carte bleue et il reçoit un NFT sur le wallet qu'on lui aura déployé. Tout ça aura été complètement transparent pour lui. Et je pense que ça a été un véritable succès. On est la seule entreprise en France et la deuxième en Europe à avoir eu l'exclusivité avec Stripe pour autoriser l'acquisition d'NFT en carte bleue. Et ça, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, en termes d'adoption, c'est assez fort parce que ça permet de dire, en fait, on sécurise tout cet acheminement du paiement carte bleue sur un écosystème qui est très Web3 parce qu'en fait, si on regarde les cartes bleues, on paye, ça reste dans le circuit bancaire. Là, c'est vraiment assumer le fait qu'une acquisition carte bleue va, in fine, se retrouver sur le réseau blockchain avec un NFT, des cryptos, ce genre de choses. Donc ça, au-delà des cas d'usage qu'on a eu sur le retail, le consumer business, les partenariats avec les PSP, ça a été vecteur d'adoption. On a vraiment vu la différence entre l'avant et l'après, de pouvoir permettre aux gens d'acheter sur des jeux vidéo, des NFT en carte bleue, quoi. Ça a été vraiment, je pense, game changer. Alors les grands partenariats stratégiques, ça se fait par étapes pour nous. Je pense que le premier clé, c'était l'Ordre des experts comptables, qui est au cœur de l'économie française. Donc ça nous a permis de devenir mass market, ce qu'on l'est. Maintenant, on a des centaines de milliers d'entreprises qui utilisent notre logiciel, dont les titres de propriété sont sur blockchain, mais ils ne le savent pas, en fait, en opposabilité. Donc nous, on est sur Hyperledger Besu, par exemple. Mais on n'a pas de religion là-dessus, et on pense qu'il faudra aller vers plus de souplesse. Et c'est, à mon avis, assez déterminant dans les années à venir. Et là, la seconde frontière, on va dire, on est en train de pénétrer, voire même de boucler le truc, quoi. C'est donc la place financière sur le fait d'opérer son virage vers la dématérialisation du non-coté. Et donc là, c'est tous les security services avec qui on travaille. Et donc les teneurs de compte conservateurs, les fameux TCC, les teneurs de registre, les TDR. Donc on est en train de boucler, non sans difficulté, alors c'est pas pour nous la difficulté, mais on est au cœur du système, de faire revivre un truc qui s'appelait Registre Access, qui n'a pas décollé. On est en train de le faire revivre d'une autre manière. Donc la place française devrait être peut-être la première place européenne à assurer donc les ODM, notamment ce qu'on appelle les ordres de mouvement dématérialisés sur réseau blockchain, dont on assurerait, nous, la conservation sur registre. Et donc ça, c'est très discret, ça passionne pas beaucoup de gens, mais c'est assez déterminant puisqu'on serait peut-être même la première place au monde à le faire, avec tous les grands acteurs, les grandes banques et leurs security services. Donc ça, c'est la nouvelle frontière qui pour nous est intéressante puisqu'on a réussi à se placer au cœur du système. Je pense qu'après, ça sera des jeux d'harmonisation. Donc les futurs grands partenariats, ça sera certainement sous la houlette, j'ose espérer, des acteurs européens, que ce soit sur un volet institutionnel type commission ou pan-européen type Euroclear, etc., ou les Clearstream en Allemagne, et donc qui eux aussi diront bon, bah, maintenant il faut harmoniser au niveau européen. En tout cas, c'est un vrai challenge géopolitique. Là où on est nous, il y a beaucoup plus de politique qu'on ne le croirait au début, et il faut des partenariats clés, oui, en effet. Nous, en ce qui nous concerne, notre plus gros partenariat, c'est avec la banque dépositaire du groupe Crédit Agricole, qui s'appelle KCIS Bank, qui est un des plus gros dépositaires du monde. On a deux fonds monétaires, un fonds monétaire en euros et un fonds monétaire en dollars. Et la façon dont ça fonctionne, c'est qu'il y a toujours une banque dépositaire dans ce type d'arrangement qui garde les actifs des clients, donc des gens qui investissent dans les fonds monétaires.
ces actifs étant un mélange de bons du trésor en ce qui nous concerne et de dépôts bancaires. Une fraction peut rester en dépôt bancaire chez KCIS, typiquement chez le dépositaire. Enfin, c'est la marque aussi d'une adoption institutionnelle croissante, quoi, parce que c'est des produits au PCVM standard, agréés par l'AMF, en conservation chez le plus gros ou le deuxième plus gros dépositaire européen. Et donc, c'est, je pense, assez structurant et optimiste pour l'univers blockchain, leur capacité aussi à travailler avec des projets de cet univers, quoi. Merci. Il nous reste à peu près un quart d'heure. On peut plus ou moins terminer avec une question sur les opportunités, l'évolution de la blockchain et dans votre projet spécifique, les cas d'usage éventuellement qui pourraient être amenés à se développer. Nous, on est né dans le gaming en 2020. On avait fait le premier jeu fully on-chain sur Polygon. On avait même cassé la blockchain Polygon tellement on avait d'utilisateurs à l'époque. Ensuite, on a progressivement migré vers des usages très retail, sur des loyalty programmes, sur du divertissement via la Française des Jeux, etc. Et là, on sent que là où va le marché actuellement, c'est vers la finance institutionnelle. Et aussi les particuliers, monsieur, madame, tout le monde. On le voit chez les conseillers en gestion de patrimoine, ils se mobilisent énormément pour équiper les gens, pour leur permettre d'aller investir en crypto, etc. Donc on a fait le choix d'être conforme à la réglementation MiCA. Donc, depuis 1 an, on travaille sur un sujet de custody chez Comet pour que nos wallets puissent être agréés par l'ESMA, l'Union européenne, en tant que MiCA ready et prêt à faire de la custody. Et ça, c'est une question de semaines avant d'avoir l'agrément, puisqu'on va déjà l'avoir au niveau national avec l'AMF cette année. Puis ensuite, on le passeportera au niveau européen avec MiCA l'année prochaine. Et pourquoi on se prépare sur ce sujet de custody? Parce que les institutions, les grands comptes, ça les intéresse. Aujourd'hui, on parle de sociétés cotées qui veulent diversifier leur trésor, mais qui ne veulent pas assumer tout le risque en interne et qui veulent qu'on gère les clés à leur place. On parle des dépositaires, par exemple, des institutions bancaires qui elles ont toutes des cas d'usage très différents. Certaines veulent exposer leurs clients à la crypto. On parle à une banque aujourd'hui qui est parmi le top 5 français, qui veut, a priori, d'ici 2030, voudra vous permettre d'avoir un wallet et de pouvoir acheter en propre vos cryptos, etc. On a d'autres banques qui disent non, nous on fait plutôt du cantonnement pour des projets comme Spyco pour faire du fonds monétaire tokenisé ou ce genre de choses. Et nous, la prochaine étape, c'est d'aller vers toute cette finance institutionnelle. Et ce qui est assez marrant quand on fait les entretiens avec tous ces prospects-là, c'est qu'ils disent attendez, vous avez commencé dans le gaming, aujourd'hui vous allez dans la finance. Et en fait, la blockchain, c'est un milieu qui est ultra standardisé. Et du coup, une même brique technologique, si on prend par exemple la marketplace sur un jeu vidéo pour échanger entre nous des vaisseaux ou des épées, c'est exactement à la ligne code près la même qui va permettre d'échanger des titres tokenisés chez un BlackRock ou ce genre de choses. Et c'est assez marrant, et ce qui fait qu'en fait, vous pouvez avoir une ADN très gaming et 3 ans plus tard, vous vous retrouvez à la Défense à parler avec toutes les banques. Donc le mot de Comet sur 2025-2026, ce sera finance institutionnelle. Oui, alors c'est vaste. Moi, ce que je vois, ce dont on discute, je ne sais pas si ce sera nous qui le ferons, je ne sais pas si ça aura lieu ou si ce sera nous qui le ferons. Dans le meilleur des cas, ce sera nous et ça aura lieu. Mais alors, on a la partie actionnariat salarié qui arrive, qui va être déterminante, puisque à partir de janvier 2025, il y a une obligation de mettre de l'intéressement, de la participation pour toutes les boîtes de plus de 10 salariés, et l'actionnariat salarié est juste derrière. Et donc, il va y avoir, d'ici les 5 prochaines années, développement de manière très importante de la possession donc, de titres financiers non cotés par les salariés. Et donc il faudra bien organiser ça et donc avoir des logiciels qui permettent de voir un petit wallet, j'ai combien de titres dans ma boîte, et évidemment le fait d'avoir des titres c'est sympa, mais c'est pas très palpable, c'est quand est-ce que je peux les convertir pour avoir de l'argent, et donc là on rentre dans une logique de convertibilité, c'est-à-dire j'ai l'action de mon entreprise et je décide de la convertir en cash. Donc je passe d'un security token à un cash token qui peut être un stablecoin garanti par exemple Société Générale Forge. Voilà. Et partant de là, je décide de ne pas forcément le tirer en billet au distributeur, mais de le placer en intéressement ou en participation. C'est-à-dire je vais d'un wallet à l'autre à l'intérieur de l'entreprise. Donc ce qu'on pense, nous, qui va se développer, que la blockchain soit nommée ou qu'elle soit juste opérée sans être connue de façon technologique,
c'est qu'il y aura véritablement, au-delà d'une interopérabilité, c'est-à-dire une circulation des représentations de valeur entre les différents actifs qui s'opérera sur la blockchain. Donc, à travers l'actionnariat salarié, l'intéressement participation, le fait de sortir l'argent sur son compte en banque personnel ou via sa holding. Puisque quand on est actionnaire salarié, vous allez avoir des millions de Français qui ont des holdings de titres, d'un coup. Alors qu'avant, c'était réservé à ceux qui prenaient le risque très hasardeux de fonder une start-up ou qui avaient du patrimoine familial. Mais donc maintenant, les gens vont avoir cette culture de la détention d'actions, d'argent qui rentre, qui sort, etc. Donc les flux vont s'activer comme une espèce d'essaim de guêpes, où d'un coup, quand les guêpes se mettent à s'activer dans tous les sens parce qu'il se passe quelque chose. Je pense que dans les 20 prochaines années, c'est ce qui va se passer, et que la technologie qui permettra de sécuriser tout le monde est la blockchain. Et l'entreprise, à mon avis, la TPE, PME, ETI, surtout TPE, PME, deviendra le cœur économique de la blockchain. Avec les salariés, c'est là, je pense, la future grande... alors peut-être, je suis de manière un petit peu idéaliste, mais la grande révolution blockchain, c'est quand les salariés deviendront des acteurs de la blockchain. Pourquoi les salariés? Parce que c'est les gens, tout simplement. C'est pas quelques financiers à la défense, c'est pas quelques start-upers un peu aventuriers comme nous, c'est pas quelques blockchainers qui sont dans leur monde ultra techno, c'est l'économie réelle, les salariés. Voilà. Nous, vous l'avez compris, on est dans le monde du cash et des alternatives au dépôt bancaire. On est très convaincus du potentiel, ce que je vous mentionnais au début, c'est-à-dire du potentiel de la technologie blockchain comme technologie de tenue de registre pour introduire des efficiences dans le système financier et du coup distribuer plus facilement des produits qui ne le sont pas par les réseaux bancaires. Et ensuite, il y a énormément de choses à faire grâce à la technologie en tant que telle. Une blockchain comme Ethereum, c'est une infrastructure de transfert qui est live 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Dès lors que vous tokenisez un fonds monétaire, en fait, le fonds monétaire, il ne vit plus dans un compte titre, il vit sur une blockchain, et donc il peut être transféré 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et d'un coup, vous avez un équivalent cash, régulé, backé par des bons du trésor, qui vous verse un yield tous les jours, que vous pouvez transférer en continu, quoi. Donc le soir, le week-end, etc. etc. Pour les groupes qui doivent faire du cash pooling, par exemple, dans le monde des paiements aussi, où en fait vous pouvez d'un coup utiliser non plus un dépôt bancaire, mais un fonds monétaire pour payer. Il y a énormément de choses à faire et qui sont super innovantes. Et donc nous, c'est ça qu'on va pousser dans les prochaines années, quoi. Et on a déjà les briques basiques, c'est-à-dire l'instrument régulé, la reconnaissance qu'un fonds monétaire tokenisé, c'est exactement comme un fonds monétaire non tokenisé d'un point de vue réglementaire, d'un point de vue juridique, qui permettent de pousser ces cas d'usage dans l'économie réelle, autres que des purs produits de cryptoactifs en DeFi qui sont difficiles à adopter par des institutionnels et par des corporates, quoi. Au niveau des cas d'usage, je pense que si on est tous ici, c'est qu'on est plutôt convaincus du potentiel de la blockchain. Ce que je trouve assez intéressant dans la blockchain, c'est que ça a tendance à améliorer des processus et des cas d'usage déjà existants, par exemple les paiements, mais aussi créer des nouveaux business models qu'on n'a pas forcément encore imaginés. Les trois cas d'usage qu'on va principalement évoluer dans les années à venir, c'est autour des paiements, de la finance décentralisée, mais également tout ce qui va être tokenisation d'assets réels, ce qui peut toucher plein de secteurs différents, le gaming, l'art, l'immobilier et d'autres. Ce qui est vraiment aussi intéressant, c'est qu'on touche de plus en plus déjà un peu les connaisseurs ou également les institutionnels, mais il y a un très très gros potentiel également pour toutes les populations qui actuellement n'ont par exemple pas accès à des institutions, un système bancaire, qui ne sont pas bancarisés, qui n'ont pas même d'identité officielle. Et il y a un monde en fait de cas d'usage dans lequel le monde de la blockchain et de la DeFi et également du Web3 est très pertinente. Le wallet, c'est un peu l'expertise de Comet. Il y a plusieurs sujets sur le wallet. Déjà aussi pour répondre à une question préliminaire, la Banque centrale est bien au courant de ce qui se passe. On discute avec l'AMF et la CPR maintenant depuis qu'on va être régulé, donc ils sont très au fait de ce qui se passe. Sur la question du wallet, c'est assez sensible. Il y a des initiatives européennes, on parle de l'identité numérique à horizon 2030, on parle aussi des doubles numériques à horizon 2030. Tout ce que vous vendez en termes de biens et services, selon certaines conditions, devront avoir un double numérique accessible à tout moment pour des questions de garantie, de traçabilité de l'achat. Pour moi, c'est un peu l'étape après la facture électronique, c'est que ensuite la personne qui a acheté un bien, en fait, elle aura sa garantie, tout ça qui sera stocké sur un coffre-fort numérique ou peut-être un wallet. La problématique, c'est que toutes les blockchains n'ont pas les mêmes standards, elles n'ont pas toutes les mêmes destinations. Et les wallets, il y a ce sujet d'interopérabilité dont on parlait.
Des institutions vont aller sur XRPL, des usages retail vont aller sur des Layer 2 d'Ethereum, les maximalistes vont aller sur Bitcoin parce qu'ils y croient que en Bitcoin. Donc déjà, il y a ce premier problème. Et ensuite, faire un wallet, ça ne gagne pas d'argent a priori. C'est-à-dire que moi, si je vous donne un wallet, vous n'allez pas le payer. Donc il y a aussi une notion de business model. Nous, on distribue nos wallets dans le cadre d'un environnement applicatif. Et en fait, le wallet, c'est un nice to have parce que derrière, on développe tout un écosystème où les gens peuvent payer en carte bleue, les gens disposent d'une marketplace, il y a des services en plus. Et il y a beaucoup de standards qui se créent, notamment un des plus connus qui est celui de Safe, d'une boîte allemande qui s'appelle Gnosis, qui est complètement open sourcée. Aujourd'hui, vous pouvez avoir un wallet via Safe qui est complètement formellement prouvé, sur lequel il y a plus de je ne sais pas combien de milliards d'actifs qui sont sécurisés. Donc il y a des standards qui existent. Mais la question primordiale pour le wallet, c'est l'accessibilité. C'est où est-ce que vous mettez le point d'entrée du wallet? Est-ce que c'est sur le mobile? Est-ce que c'est sur l'ordinateur? Parce qu'avoir un wallet, c'est bien, mais comment on accède à ce wallet-là? Si vous allez dans des pays où les gens n'ont même pas de smartphone, en fait, ça ne sert à rien de parler de wallet, parce que finalement, comment ils vont accéder à leur wallet s'ils n'ont pas de smartphone? Si on décide que le smartphone est le point d'entrée du wallet. Donc il y a toutes ces questions à se poser. Nous, on a fait le choix, par exemple, de dire, pour avoir une adoption de masse, on va truster Touch ID, Face ID, enfin la biométrie de vos appareils de tous les jours. Si vous avez un laptop où vous mettez le doigt pour vous identifier avec la biométrie, bah en fait, vous pouvez mettre un wallet dedans, avec Comet. Nous, c'est le pari qu'on a fait. On pense que c'est un bon point d'entrée. Et au moins, quand vous jouez, vous avez forcément l'ordi ou le téléphone sous la main. Et pareil pour la finance. Quand on va avoir des boîtes qui veulent déployer des wallets à l'échelle de l'organisation, bah en fait, quand vous avez une comptable en fin de carrière qui a connu uniquement un seul logiciel avec une UX de eBay des années 90, bon, bah en fait, quand vous lui parlez d'un wallet, elle est là. Et quand elle voit qu'elle a juste à mettre son doigt sur son smartphone professionnel pour avoir un wallet, pour signer une opération, pour faire ça, bah en fait, c'est encore plus simple qu'UTC-Git finalement. On arrive à faire de la simplicité. Par contre, l'adoption de masse, harmoniser les standards. Il y a des pays, par exemple l'Égypte, où la blockchain est complètement illégale. Il y a des pays comme la France où c'est encadré, c'est régulé. Il y a des pays où, comme les États-Unis, on laisse faire et on voit si on régule a posteriori ou pas. Donc je pense qu'avant de dire on met un wallet entre les mains de tout le monde, il y a une question d'harmonisation et je pense qu'il y a une sélection naturelle qui va se faire sur le marché et au niveau des réglementations pour arriver à un espèce de standard commun. Et je pense que ça mettra du temps à arriver. Juste aussi peut-être pour ajouter que si on parle par exemple de l'accessibilité des services financiers, il y a un enjeu technique et peut-être que le wallet peut y répondre, mais en fait il y a aussi beaucoup d'enjeux réglementaires et économiques. Nous par exemple, pour vous donner un exemple concret, quand on émet un fonds monétaire c'est un registre d'actionnaires. Qui dit registre d'actionnaires dit dans la plupart des juridictions du monde, c'est pas du tout vrai qu'en France, interdiction d'anonymat. Vous devez, n'importe où, en Suisse, même dans des juridictions offshore, identifier des actionnaires dès lors qu'il y en a. Et donc ça veut dire passer un KYC. Qui dit passer un KYC dit il faut avoir un passeport. Et ensuite il y a des enjeux économiques. Et nous, faire passer un KYC, ça coûte quelques euros, concrètement. Donc c'est la raison pour laquelle le ticket minimum d'entrée pour entrer dans nos fonds monétaires, on l'a drastiquement abaissé versus ce que vous pouvez trouver dans le monde institutionnel où ça se compte en millions, dizaines, centaines de millions, mais c'est 1000 € quand même. Et donc en fait, pour aller parler à des populations dans des pays où ces enjeux économiques sont, 1000 € c'est considérable quoi, pour investir dans un produit, et la capacité à passer un KYC, c'est pas possible partout quoi. Sans même parler des enjeux réglementaires autour des pays sous sanctions, autour des pays qui sont pas reconnus, qui sont dans des zones grises, etc. quoi. Donc enjeu technique, mais énorme enjeu réglementaire, et derrière la réglementation, KYC, etc., enjeu économique quoi. Et craquer tout ça, c'est très difficile. C'est pour ça que la blockchain va pas miraculeusement, je pense, résoudre les questions d'accessibilité aux services financiers dans le monde entier, quoi. En tout cas, pas tout de suite. Je pense qu'on doit s'arrêter là. Malheureusement, merci beaucoup pour votre temps et vos réponses. Et puis, merci d'avoir participé également.